Saviez-vous que le Paraguay était autrefois beaucoup plus grand, jusqu'à ce qu'il perde 40% de son territoire et 50% de sa population de l'époque au profit de ses voisins? Cela s'est produit en 1870, et pendant un certain temps, le Paraguay n'existait que sur la moitié de son territoire actuel, jusqu'en 1940. Alors, que s'est-il passé? La réponse pourrait sembler un peu évidente. La guerre ne change jamais, les pays se battent, et généralement un camp perd des terres à la fin, mais perdre quelque chose à ce point est presque inédit. Revenons un peu en arrière pour comprendre exactement comment ils en sont arrivés là. Depuis leur séparation du Portugal et de l'Espagne au début des années 1800, les nouveaux pays d'Amérique du Sud n'ont pas vraiment hérité d'un continent paisible. L'Empire du Brésil et les nouvelles républiques hispano-américaines indépendantes se sont immédiatement retrouvés, à se disputer sur la délimitation des frontières entre chaque pays. La plupart avaient des problèmes de frontières avec plusieurs voisins. Une grande partie du problème venait du fait que leurs anciens colonisateurs n'avaient jamais vraiment réglé les choses dès le départ. Mais comme à l'âge adulte, il arrive un moment où tu ne peux plus blâmer tes parents. Il arrive aussi un moment dans l'existence d'un pays où il ne peut plus non plus blâmer ses anciens dirigeants. C'est à ce moment-là que la guerre éclate. Mais ne brûlons pas les étapes. En 1494, le Portugal et l'Espagne avaient signé le traité de Tordesillas. Ils ont essentiellement tracé une ligne imaginaire à travers l'Atlantique et se sont partagés le Nouveau Monde. La carte est souvent utilisée comme une blague et un mème, les gens soulignant à quel point c'était absurde. Mais je pense qu'elle est mal comprise. La carte n'avait pas pour but de diviser le monde existant entre les deux puissances ibériques, elle visait simplement à résoudre les différends territoriaux entre elles, uniquement en ce qui concerne les terres nouvellement découvertes. Donc si l'Espagne découvrait quelque chose au-delà d'une longitude spécifique, cela lui appartenait, et inversement. Sur le papier, cela semblait simple, mais en réalité, cela est rapidement devenu inutile. Au fil des siècles, les deux empires ont largement franchi cette ligne, tandis qu'explorateurs, colons et soldats progressaient à l'intérieur des terres. La carte, sur le papier, ne correspondait plus au territoire réel. Lorsque l'Amérique du Sud fut totalement colonisée, l'ancien traité perdit toute valeur concrète. Au début des années 1700, même les deux pays ont admis que l'accord initial ne fonctionnait plus. Ainsi, en 1750, ils ont signé le traité de Madrid, qui a tenté de redéfinir les frontières. Basées davantage sur qui occupait réellement quoi sur le terrain, ces nouvelles frontières ressemblaient en beaucoup plus à celles d'aujourd'hui, mais aucun des deux camps n'était complètement satisfait. Au cours des décennies suivantes, d'autres traités ont été signés, modifiés, annulés et remplacés. Le traité de San Ildefonso en 1777 a de nouveau ajusté les choses, et enfin, le traité de Badajoz en 1801 a confirmé ces arrangements ultérieurs. Sur le papier, les frontières coloniales étaient, à toutes fins utiles, réglées, mais en réalité, elles restaient vagues et souvent mal définies sur le terrain. Puis, vint le véritable chaos, au début des années 1810, lorsque la vice-royauté du Rio de la Plata de l'Espagne s'est effondrée pendant les guerres d'indépendance. De cet effondrement sont nés non pas un, mais 4 pays différents, l'Argentine, le Paraguay, la Bolivie et l'Uruguay. Et lorsque la grande structure coloniale a disparu, les quelques frontières internes qui existaient ont également disparu. Soudainement, ces nouveaux pays ont dû déterminer précisément où commençaient et se terminaient leurs territoires respectifs. Et ils n'étaient pas d'accord. Je veux dire, regardez ces cartes qui montrent les régions disputées. C'est complètement chaotique. Comme l'a dit un historien, l'Espagne a laissé derrière elle non seulement ses différends frontaliers avec le Brésil portugais, mais aussi des conflits internes non résolus entre ses propres anciennes provinces. Après leur indépendance, les nouveaux États se sont disputés de vastes territoires à peine cartographiés. La plupart de ces terres, peu peuplées et couvertes de nature sauvage, étaient occupées par des communautés autochtones, qui ne reconnaissaient aucun des nouveaux gouvernements nationaux, tout comme ils n'avaient pas reconnu les gouvernements coloniaux. Pour le Paraguay et le Brésil, une question clé était simple en théorie, mais compliquée en pratique. Quel fleuve marquait la véritable frontière, l'Apa ou le Branco? Ce problème n'était pas nouveau. L'Espagne et le Portugal s'étaient déjà posé la même question à la fin des années 1700 sans vraiment la résoudre. La terre entre les deux rivières n'était pas vide.
Des groupes autochtones y vivaient et attaquaient souvent les colonies brésiliennes et paraguayennes proches. Cela nous montre donc que le différend ne portait pas seulement sur des lignes tracées sur une carte, il touchait de vraies communautés à la frontière. Au milieu du 19e siècle, l'Amérique du Sud était un patchwork de jeunes nations, reposant sur d'anciennes frontières impériales qui n'avaient jamais été clairement définies. La scène était prête pour le conflit, et dans la région du Rio de la Plata, ces tensions allaient finir par exploser en l'une des guerres les plus meurtrières d'Amérique latine. L'histoire nous conduit enfin au Paraguay. Il existe différentes interprétations sur les causes de la guerre du Paraguay. La vision traditionnelle affirme que le président du Paraguay, Francisco Solano López, cherchait un prétexte pour étendre l'influence et le territoire du Paraguay, et a utilisé les événements en Uruguay comme son opportunité. Certains affirment que c'était plus complexe que l'ancienne. Les différents frontaliers, les rivalités entre le Brésil et l'Argentine, l'ingérence constante dans la politique de l'Uruguay, et le Paraguay essayant de défendre ses alliés, ont tous contribué ensemble à ce que cela se produise. Mais il est important de comprendre ce qui se passait exactement en Uruguay, car on pourrait soutenir que le Paraguay avait de bonnes raisons de se sentir mal à l'aise. Le Brésil et l'Argentine avaient chacun des revendications territoriales contre eux, à divers moments, et étaient déjà intervenus fortement dans les affaires de l'Uruguay. À cette époque, le Paraguay disposait d'une armée puissante pour sa taille, et avait des différends frontaliers et douaniers persistants avec ses voisins. Et il ne voulait pas finir par être intimidé et forcé à se soumettre, coincé entre ses deux énormes voisins. Le Brésil avait en fait été le premier pays à reconnaître l'indépendance du Paraguay en 1844. À l'époque, l'Argentine considérait encore le Paraguay comme une province rebelle lui appartenant. Et le Brésil, ne voulant pas d'une Argentine forte, a même aidé le Paraguay à renforcer ses défenses. Ils ont envoyé des officiers et des experts techniques à Assomption pour moderniser l'armée paraguayenne. Mais très vite, la géographie a empiré les choses entre les deux pays. La province intérieure du Mato Grosso, au Brésil, n'avait aucune liaison terrestre facile avec Rio de Janeiro. Les navires brésiliens devaient remonter le fleuve Paraguay, qui traversait le territoire paraguayen, pour l'atteindre, et cela signifiait que le Brésil dépendait de la permission du Paraguay pour utiliser le fleuve. Cela causait souvent des frictions, mais ce ne sont pas les différends du Paraguay qui ont déclenché la guerre. Parce que, souvenez-vous que j'ai mentionné qu'il y avait une série d'événements au Paraguay qui ont potentiellement été utilisés comme une occasion de déclencher une guerre. Eh bien, c'est ce qui se passait. L'Uruguay était politiquement instable à cette époque. Le Brésil et l'Argentine tentaient tous deux de l'influencer. Et tout a culminé en 1863 lorsqu'une rébellion soutenue par l'Argentine a été lancée contre le gouvernement, qui était un allié du Paraguay. En avril 1864, le Brésil est également intervenu. Ils ont envoyé leur flotte et ont exigé une compensation pour les éleveurs brésiliens le long de la frontière qui avaient subi des pertes lors d'un différend local. Ce n'était pas tant pour s'opposer à l'influence argentine ici, mais plutôt dans le but, avec eux, d'écraser et potentiellement de diviser l'Uruguay. Le Brésil a même lancé un ultimatum, se conformer ou faire face à une invasion. Le Paraguay a averti le Brésil que l'occupation de l'Uruguay bouleverserait l'équilibre des pouvoirs dans la région et menacerait également la sécurité paraguayenne, mais le Brésil a ignoré cet avertissement et ses troupes ont envahi le Paraguay. En conséquence, le Paraguay a officiellement rompu ses relations diplomatiques avec le Brésil, puis est entré en guerre en capturant un navire à vapeur brésilien sur le fleuve et en envahissant la province brésilienne du Mato Grosso. Ironiquement, le Brésil et l'Uruguay ont réglé leur conflit très rapidement, en 1865, et maintenant, le Paraguay se retrouvait coincé dans une guerre contre l'Argentine et le Brésil à cause d'un allié qu'il n'avait plus. Non seulement cela, mais l'Uruguay a ensuite changé de camp et a formé une triple alliance avec l'Argentine et le Brésil contre le Paraguay. Et au début de la guerre, en 1864, le Paraguay faisait face non pas à un, mais à 3 ennemis. Il semblait en fait assez fort. Sur le papier, les estimations varient, mais le Paraguay pouvait mobiliser environ 60 à 80 000 hommes au début, un nombre énorme pour sa population. Il disposait de positions fortifiées, d'une armée permanente disciplinée, de quelques canonnières fluviales. Le pays était également relativement centralisé, ce qui lui permettait d'agir rapidement. Le problème était l'échelle. La population totale du Paraguay était sans doute sous les 500 000 habitants à l'époque. Son industrie était limitée, sans fabrication lourde et sans réserves importantes pour compenser les pertes accumulées. La Triple Alliance disposait d'une capacité à long terme bien supérieure.
Le Brésil mobilisa plus de 100 000 hommes et avait la marine la plus puissante de la région. Cela s'est avéré décisif. L'Argentine a contribué avec des dizaines de milliers de soldats et a même assuré le commandement des forces conjointes. Il contrôlait les principales voies fluviales et, avec l'Uruguay au rôle militaire limité, disposait de populations et de bases économiques bien plus importantes. Même lorsqu'il subissait de lourdes pertes, il pouvait les remplacer, alors que le Paraguay ne le pouvait pas. Au début de 1865, le Paraguay a intensifié le conflit en envahissant la région de Corrientes en Argentine. Et il a même semblé qu'ils étaient en train de gagner pendant un certain temps. Mais un tournant majeur s'est produit lors de la bataille de Riachuelo, où la marine brésilienne a détruit la flotte paraguayenne et a pris le contrôle total des rivières, coupant stratégiquement le Paraguay et donnant l'initiative à la Triple Alliance. À partir de ce moment-là, les combats se sont déplacés sur le territoire paraguayen. Il y a eu des batailles massives et brutales, en particulier à Tuyuti en mai 1866. C'est valable jusqu'à aujourd'hui. L'une des batailles les plus sanglantes jamais livrées en Amérique du Sud. Le Paraguay s'est battu férocement. Et à Curupayty plus tard cette année-là, il a même infligé une lourde défaite aux Alliés. Mais ce n'était que des succès temporaires. Avec le temps, la supériorité numérique et le contrôle naval des Alliés ont prévalu. Paraguay. Vers 1868, l'armée brésilienne a percé les lignes défensives du Paraguay, le long du complexe de la forteresse de Humeta. En juillet 1869, ils ont capturé Asunción, la capitale du Paraguay. Pourtant, la guerre ne s'est pas immédiatement terminée. Le président paraguayen Lopez a refusé de se rendre. Il s'est replié et a poursuivi une résistance désespérée de type guérilla dans le nord jusqu'en 1870, enrôlant des adolescents et même des enfants comme main-d'œuvre. Plus tard cette année-là, cependant, il a été tué au combat et la résistance s'est effondrée. Les conséquences de la guerre ont été catastrophiques pour le Paraguay. Il a perdu une grande partie de son territoire au Brésil et en Argentine. Le bilan humain fut encore plus dévastateur. Les estimations modernes suggèrent qu'entre la moitié et peut-être plus de la moitié de la population du Paraguay est morte pendant la guerre, avec une perte particulièrement extrême d'hommes adultes. L'économie du pays était en ruine, ses infrastructures détruites, et il est resté occupé pendant des années. Ils étaient désormais un pays minuscule, coincé entre de nombreux autres. Si vous connaissez la carte de l'Amérique du Sud, vous savez que le Paraguay, bien que petit, n'est pas si petit. Ils ont fini par récupérer un peu de territoire. Enfin, pas celui qu'ils avaient perdu, ils en ont simplement gagné ailleurs. Et vous voulez deviner comment ? C'est ça, encore une guerre, mais cette fois, ils l'ont gagnée. Après la guerre précédente, qui s'est terminée en 1870, le Paraguay a été occupé, dévasté et politiquement remodelé par les vainqueurs. Les troupes brésiliennes sont restées plusieurs années, tandis qu'un gouvernement plus proche du Brésil et de l'Argentine a pris le pouvoir. L'Argentine voulait en réalité annexer des parties encore plus vastes du territoire paraguayen, en particulier dans le Chaco, mais le Brésil s'y est opposé, préférant un Paraguay faible mais indépendant plutôt qu'une Argentine forte. Cette rivalité entre les anciens alliés a contribué à assurer la survie du Paraguay en tant qu'État souverain. En 1876, les troupes brésiliennes se sont retirées et le Paraguay a retrouvé son indépendance totale. Au début du XXe siècle, l'attention s'est portée vers le nord, sur la région du Chaco, une vaste zone aride revendiquée à la fois par le Paraguay et la Bolivie. Et les tensions ont finalement conduit à la guerre du Chaco, qui a duré de 1932 à 1935. Bien que la Bolivie ait une population plus importante, le Paraguay s'est mieux adapté à l'environnement difficile et a mieux géré ses approvisionnements, tirant peut-être des leçons de sa défaite passée. À la fin de la guerre, le Paraguay dominait la plupart du territoire contesté. Le traité de paix de 1938 a confirmé ses gains, attribuant au Paraguay environ les 3/4 du Chaco boréal contesté. Ainsi, bien que le Paraguay ait failli s'effondrer quelques années plus tôt, il a non seulement préservé son indépendance, mais a ensuite étendu son territoire vers le nord, compensant un peu la perte. C'était un redressement spectaculaire pour un pays qui avait autrefois perdu plus de la moitié de sa population et de son territoire. Ce n'est toujours pas aussi grand qu'autrefois, mais au moins, il a survécu. La Bolivie voisine a également perdu une grande partie de son territoire. Elle était autrefois bien plus grande, mais c'est un sujet pour une autre vidéo.